Merci, merci de nous avoir rejoints. Alors je rajouterai à la question nutritionnelle, est-ce qu'il y a une solution pour manger des produits de meilleure qualité sur le plan nutritionnel, et je dirais aussi permettre aux agriculteurs peut-être d'exploiter plus sereinement leur exploitation, peut-être pour avoir des visions plus long terme et des revenus peut-être plus stables dans le temps. Donc c'est aussi le sujet qu'on va aborder au cours de cette table ronde. Alors on va parler de nutrition et santé, Claire, puisque vous êtes de nutrition et santé. Alors peut-être tout le monde ne vous connaît pas, même si vous êtes très connu. Un mot pour... oui, quand même, on ne sait pas, il y a peut-être des jeunes étudiants qui viennent d'autres régions. Nutrition et santé, un mot pour présenter le groupe peut-être. Bien sûr. Bonjour à tous. Donc, Nutrition et Santé, c'est une entreprise qui a fêté ses 50 ans en 2023, qui est basée depuis 50 ans à Revel, au cœur de l'Occitanie. Vous connaissez certainement pas mal de nos marques comme Gerblé, Céréales Bio, Soy, Isostar. Voilà. Et ce qui est notable chez Nutrition et Santé, c'est que depuis une trentaine d'années, nous avons à cœur de travailler avec des filières durables. Filières durables, la plupart du temps locales, puisqu'on a 70% de nos filières qui sont françaises aujourd'hui et 3/4 qui sont à moins de 300 km de nos usines. Alors justement, est-ce qu'on peut définir une filière durable? Qu'est-ce qui fait qu'une filière est qualifiée de durable ou pas? Alors, une filière durable, c'est une filière sur le temps long. Avec des partenariats qui sont en moyenne sur 3 ans avec nos agriculteurs et qui donc, par rapport à un des sujets que vous souleviez avant, Gilles, effectivement garantissent une sorte de rémunération. C'est-à-dire que vous contractez avec certains agriculteurs qui s'engagent sur des pratiques agricoles et en échange, vous leur donnez de la visibilité, des contrats long terme et peut-être des prix aussi, ça doit faire partie de la discussion? Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, on travaille avec une dizaine de filières durables, notamment sur le blé, sur le tournesol, sur le soja, sur le boulgour. Ça représente à peu près la moitié de nos approvisionnements. Et on a des ambitions assez fortes parce que l'idée, c'est dès 2030 d'arriver avec 80% de nos appros qui seront produits sous filière durable. Et alors, est-ce que c'est difficile de trouver des agriculteurs qui veulent s'engager dans cette relation avec le groupe Nutrition et Santé? Est-ce que vous trouvez des candidats ou est-ce qu'il faut aller les chercher peut-être un peu plus loin? Est-ce qu'il faut les convaincre? C'est quoi le défi dans ce sujet? Alors ça, c'est plutôt le travail de mon camarade à gauche et de certains de nos équipes qui sont dans la salle, Mathieu et Tristan pour ne pas les nommer. Et c'est un travail effectivement d'aller rechercher ces agriculteurs intéressés. Et puis les coopératives sont des intermédiaires cruciaux dans ces constructions d'alliances. Et c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir Denis et Michel aujourd'hui à travers ces... On va en parler un petit peu mieux. On va en parler avec eux. Signature de contrats agroécologiques. 80%, c'est votre objectif à 2030. Vous êtes sereine ou serein chez Nutrition et Santé pour y arriver? Alors, on est déterminé et on met tout en œuvre pour effectivement que ce soit possible. Donc, serein, on n'est jamais serein. C'est toujours du travail et comme je vous le disais, du travail de fourmi d'une certaine manière. Mais en tout cas, on est très déterminé et on pense réellement qu'on peut y arriver. Alors, David Saladin, vous êtes en charge de la supply chain, donc on va dire la chaîne d'approvisionnement. Complètement. Pour parler français, donc c'est vous qui travaillez avec tous les fournisseurs de Nutrition et Santé. Nutrition et Santé, on l'a dit en introduction, ça fait 50 ans que l'entreprise existe et l'objectif, c'est être encore là dans 50 ans. Oui, tout à fait. En fait, on a un enjeu, c'est d'être encore là dans 50 ans. Et par rapport à ce que disait Claire, on a voulu aller un cran plus loin. Et travailler sur la résilience de nos filières pour qu'elles soient encore là et qu'on soit encore là. Alors, peut-être pas Denis, moi ou Michel dans 50 ans, mais que l'entreprise soit encore là dans 50 ans, c'est important. Et surtout dans un contexte de réchauffement climatique, d'effondrement de la biodiversité, on a décidé d'aller travailler l'agroécologie et d'accompagner nos partenaires agricoles dans leur transition agroécologique. Oui, parce que la difficulté pour vous, pour être là encore dans 50 ans, il faut encore avoir des matières premières, sauf que les agriculteurs vont subir et leurs exploitations des changements climatiques, avec des baisses de rendement, peut-être des pratiques agricoles qui vont devoir évoluer et des cultures. L'enseignement peut-être sera différent. Surtout que, comme l'a dit Claire, on a des bassins d'approvisionnement qui sont situés à 200 km autour de nos usines, donc la principale est à Revel, donc on est quand même très sud.
avec des enjeux de changement climatique qu'on vit tous essentiellement l'été, et des cultures comme le soja ou encore comme le blé qui vont être impactées. Et donc du coup, fort de ces enjeux et de ces convictions, on a commencé à travailler avec nos 2 plus grosses filières et les filières historiques, qui sont le soja depuis 30 ans et le blé depuis 20 ans. Donc merci à Denis Michel d'être là aujourd'hui avec nous. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce sujet d'accompagnement de la transition agroécologique dans ces filières. Et ça aboutit aujourd'hui avec la signature de contrats et de conventions agroécologiques. Donc nos ambitions aujourd'hui, c'est grâce à ces 2 filières d'être à 20% de nos approvisionnements de matières premières agricoles sous contrat agroécologique, et d'ici 2030 de passer à 12 filières différentes, donc 10 autres ingrédients. Ça va être un beau challenge pour passer à 60% de nos approvisionnements sous agroécologique. Donc concrètement, quand vous signez une convention, l'agroécologie, ça veut dire quoi pour un agriculteur? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour rentrer dans votre cahier des charges? Alors, la façon dont nous, on l'a construit, ou on l'a co-construite, c'est déjà, faut un indicateur qui permette de suivre le niveau de maturité d'une exploitation agricole en termes d'agroécologie. Donc pour ça, on a utilisé un indicateur qui s'appelle l'indice de régénération. C'est pas le nôtre, il a été mis en place par un tiers de confiance, qui est l'association pour une agriculture du vivant, PADV, qu'on a rejoint en 2021. Et en fait, on va mesurer cet indice de régénération au fil du temps. Le deuxième élément, c'est des formations, c'est comment vous accompagnez les agriculteurs dans leur transition agroécologique avec des formations qui sont liées à leur contexte à eux. Et nous, au niveau des contrats, c'est donner de la visibilité. Donc, c'est des contrats long terme, 3 ans, tu le disais tout à l'heure, Claire, mais aussi avec des primes agroécologiques en fonction des hectares, de la surface en agroécologie, et aussi de l'évolution de cet indicateur, de l'indice de régénération, pour pouvoir rémunérer l'agriculteur en fonction des efforts fournis pour leur transition agroécologique. Donc c'est un contrat tripartite, l'industriel agroalimentaire, l'agriculteur, la coopérative, c'est cette unité, on va dire, qui accompagne. Et du coup, est-ce que les agriculteurs sont demandeurs de ce type de relation avec l'industrie de transformation, ou peut-être on va en parler avec... Je propose que ce soit Michel et Denis qui répondent, ils le diront beaucoup mieux que moi. Alors Michel Vernet, vous êtes directeur général d'Agribio Union. Peut-être un mot sur la coopérative, combien vous avez d'adhérents, d'agriculteurs, la production? Au global, on est plus de 1300 au travers de l'ensemble des coopératives qui sont liées au travers de l'Union, donc sur le grand bassin occitan et Aquitaine. Et pour moi, la démarche d'agroécologie telle qu'elle est définie aujourd'hui, c'est vraiment une démarche de progrès. Je suis relativement récent dans cette fonction. J'ai pris mon poste au mois de juin, et après une longue expérience agricole. Mais ce qui m'a séduit dans cette démarche, c'est que je sens qu'au travers de nos producteurs, il y a une crise naturellement sur la partie bio, malheureusement, une crise économique. Avec une baisse des volumes, la consommation. Il y a météo et autres. Mais je pense qu'il y a un point fort à retravailler, c'est le support de l'agroécologie qui peut le donner, c'est de redonner du sens. Redonner une vision, redonner un plan de progrès aux producteurs, et surtout de les accompagner dans cette période qui est quand même difficile pour la mise en production. Donc c'est vraiment ce point que je souhaite mettre en avant au niveau d'Agribio Union dans le cadre de l'agroécologie, et le support que l'on a, le partenariat que l'on a avec Nutrition et Santé est pour nous une belle opportunité pour formaliser tous ces éléments. Et donc l'idée, c'est contractualiser davantage avec des agriculteurs. Il y en a combien aujourd'hui qui sont engagés dans une démarche agroécologique? Alors, il y a ceux qui sont engagés et ceux qui sont engagés en voisinage. Et voilà, dans notre approche, on a aujourd'hui 18 agriculteurs engagés. On prévoit, parce qu'on est récent dans la démarche, on prévoit monter sous 3-4 ans à 60 engagés. Mais au-delà de ça, c'est une démarche entreprise, démarche de la coopérative, qui met en support cette dynamique de progrès au niveau donc des agriculteurs. Et c'est tout le monde, tout le personnel de la coopérative qui doit être engagé vers cette approche.
et en permanence se dire qu'est-ce que j'apporte aux producteurs et quel est le support. L'indice de régénération, tel qu'il a été défini tout à l'heure, est un élément très important pour nous, sachant qu'il n'y a que ceux qui se mesurent qui progressent. Oui. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vos adhérents, les adhérents de la COP, voient comme intérêt à rentrer dans une telle démarche? Est-ce qu'ils y voient déjà préparer l'avenir face au changement climatique? Est-ce que c'est des contrats plus long terme, donc un peu plus de sérénité? Est-ce que c'est plus de revenus? C'est quoi les avantages pour vos adhérents? Alors, il y a un élément quand même fort en période de crise, c'est de redonner du sens. On l'a évoqué tout à l'heure dans la transmission d'entreprise, il y a l'humain en premier lieu. Donc quand le chef d'exploitation retrouve un projet dans lequel il a des perspectives, c'est le premier point. Naturellement, il ne faut pas éluder le volet économique derrière. Oui. Ce volet économique, pour nous, c'est important aussi. On développe des contrats tripartites avec un pluriannuel derrière, de manière à ce que l'agriculteur qui décide tel plan d'assolement, qui décide telle mise en production, sache au mieux quel tunnel d'accompagnement prix il aura derrière. Et justement, sur ce point-là, David, est-ce que les prix sont fixés pour plusieurs années? Est-ce qu'ils sont révisables? Comment ils sont fixés et en quoi ça peut apporter un peu de visibilité à l'agriculteur? Les éléments prix font partie du contrat aujourd'hui. Donc les primes agroécologiques sont déjà définies. Elles ont été discutées ensemble aussi en fonction de l'effort et de l'impact fourni. Ensuite, dans la base du contrat, on a des éléments prix aussi qui sont fixés sur la base du contrat sur un élément long terme. D'accord. Mais Michel Vernet, pour faire le lien avec la table ronde d'avant, puisqu'on parlait de transmission avec les jeunes agriculteurs ou moins jeunes qui s'installent, est-ce que les nouvelles générations sont peut-être plus enclines à s'engager dans une démarche de ce type? Alors, je vais élargir la question. Ouais. La bio a connu quelques soubresauts ces dernières années avec des déconversions. Et pour moi, cet élément, outre le volet économique, c'est aussi une génération qu'on n'a pas su accompagner sur la conviction, sur les perspectives de développement sur la bio. Et ces démarches-là vont vraiment dans ce sens de retrouver du sens et de donner des perspectives plus claires aux producteurs. Bon, très bien. Alors, Denis Mousteau, une autre illustration, une autre coopérative. Vous êtes responsable de la commercialisation collecte chez Val de Gascogne. Même exercice, un petit mot de présentation, Val de Gascogne. Oui, du coup, Val de Gascogne, on est présent sur le département du Gers et de l'Haute-Garonne. C'est à peu près un petit 2000 adhérents avec nous pour faire à peu près 450 000 tonnes à l'année. Notre ADN, c'est la meunerie. On est depuis presque 25 ans maintenant dans la partie filière, donc la qualité et le développement de la qualité en lien avec les besoins de nos clients, ça nous connaît. En interne, c'est vrai qu'on a été sollicité, alors on parle d'agroécologie, d'agriculture régénératrice, de conservation des sols, tous ces termes se rejoignent et se recroisent. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on a été sollicité par un groupe d'agriculteurs qui nous ont demandé de les aider. C'est venu des coopérants en fait. Oui, ouais. Oui. Et on a raccroché la démarche pour une agriculture du vivant ensuite. Donc c'est vrai que ce groupe d'agriculteurs qui aujourd'hui sont à peu près une quarantaine. Ils ont grossi. Voilà, ils ont grossi. Ils nous ont demandé de nous occuper ce qui était leur capital, qui est le foncier de leur sol, pour pouvoir arriver à travailler à produire et à conserver cette productivité et finalement cette rentabilité et au final arriver à céder leur capital dans les meilleures conditions possibles. Et parce que quand même il faut, je pense qu'ici tout le monde le sait, mais les agriculteurs sont les seuls aujourd'hui à pouvoir fixer du carbone et aller plus loin et prouver que le réchauffement climatique, on en a parlé tout à l'heure, on arrive à le compenser, quoi. Et c'est bien ça dont on parle, cette neutralité carbone, c'est notre objectif à terme. Oui, parce que l'objectif de l'agroécologie, c'est réduire les intrants aussi. Hein, donc, c'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir des produits plus sains, sur le plan nutritionnel plus intéressant. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui importe pour vos adhérents? Est-ce que, quand ils s'engagent dans la démarche, c'est ça qu'ils visent aussi? Bien évidemment. Alors, avec la signature pour une agriculture de vivant, nous a donné un cadre
un cadre un peu plus important sur la partie fertilisation, et notamment fertilisation azotée, partie produits de protection des plantes, partie biodiversité et mécanisation. Sur ces 4 leviers, on agit pour essayer d'améliorer le bilan au final, et fournir en nutrition et santé des produits de meilleure qualité, in fine, bien évidemment, quoi. Alors vous parliez de la transmission, l'intérêt de mettre, on va dire, l'exploitation dans une démarche plus vertueuse. Donc la mariée est plus embellie quand on voit qu'il y a des contrats à long terme qui ont été passés avec des industriels. Est-ce que ça, c'est aussi, ça valorise l'actif justement à transmettre? Est-ce qu'il y a cette logique des agriculteurs? Oui, et cette pluriannualité nous apporte aussi une sécurité par rapport aux agriculteurs, et une sérénité suite aux crises qu'on connaît et qu'on vient de passer. Les grosses crises nous amènent de la sécurité financière, et des projets d'avenir. Et justement, à ce titre-là, on va signer aujourd'hui le premier contrat agriculture régénératrice et agroécologique avec nutrition et santé. Mais demain, ça nous ouvre aussi d'autres perspectives avec d'autres clients, d'autres productions. Et c'est ça qui est très intéressant, puisque pour une agriculture du vivant, on est sur l'ensemble des productions de l'exploitation. Donc là, aujourd'hui, on démarre par le blé, mais depuis un an déjà, on travaille avec toutes nos équipes sur le développement d'autres filières. Alors David Saladin, est-ce que vous avez, j'imagine que si vous engagez votre entreprise et puis un réseau d'agriculteurs dans cette démarche, c'est aussi parce que c'est les consommateurs qui vous le demandent. Est-ce qu'ils vous demandent des produits plus sains pour bien manger? On a l'adjoint la ville de Toulouse au bien manger. Est-ce que c'est même mieux manger? Est-ce que c'est une demande du marché consommateur? Alors c'est déjà une profonde conviction qu'on a au sein de Nutrition et Santé, et ça fait partie de l'ADN du groupe et l'ADN de nos marques. C'est-à-dire qu'en fait, nos marques sont là aussi pour un avantage nutritionnel par rapport à nos concurrents. Si vous achetez du gerblé, c'est parce que nutritionnellement, les produits sont meilleurs que ce que vous trouverez sur d'autres étagères. Donc en fait, c'est aussi une conviction, et une conviction naturelle, de se dire l'agroécologie, ça va participer à un meilleur ingrédient qui va se retrouver naturellement dans nos recettes, et avoir des produits finis de meilleure qualité nutritionnelle pour l'ensemble de nos consommateurs. Donc l'agroécologie, si je vous donne un exemple, c'est quoi? C'est moins d'intrants, par exemple, réduction des intrants. Moins d'intrants, c'est meilleur pour la santé des consommateurs, c'est meilleur pour la santé des agriculteurs, et c'est meilleur pour la santé du sol. C'est meilleur pour la planète. Et c'est meilleur pour le bilan économique de l'exploitation, qui achète moins d'intrants. Complètement, en plus. Donc il y a une transition à faire, c'est pas évident. C'est aussi meilleur pour la biodiversité, et ça donne en fait une richesse pour la plante, en fait, en termes de nutriments, qui est capable de les mettre à disposition, entre guillemets, et de les avoir dans les ingrédients qu'on va utiliser. Ces ingrédients, ces nutriments se retrouveront dans les ingrédients, et donc ensuite derrière dans nos produits, dont une meilleure richesse nutritionnelle. Nous, aujourd'hui, nos ambitions, c'est grâce à l'agroécologie, c'est la moitié des volumes d'un biscuit gerblé sera en 2026 sous agroécologie, avec le sucre, le blé, et on montera environ à 75-80% d'un biscuit sous agroécologie d'ici 2028. Ah oui. Donc c'est une montée en charge assez rapide quand même. Oui, c'est ambitieux. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent dans la composition d'un biscuit, donc il faut... Pas tant que ça, en fait, il y en a allez, 6-7. Il faut sécuriser 4, 5, 6 filières pour arriver à ces taux-là quand même. Mais complètement. En fait, on a les 3 plus grosses qui vont nous permettre de monter à 75%, 80% du volume, mais à la fin, il en restera encore quelques-uns. Et on a le tofu, par exemple, aussi. Alors lui, le tofu, c'est juste du soja qui est fabriqué. Et là, d'ici 2026, 100% du tofu sera sous agroécologie. Rapide. Alors Claire, est-ce que le consommateur demande cette qualité nutritionnelle, cette traçabilité en quelque sorte, mais est-ce qu'il le voit sur les paquets de biscuits? Est-ce qu'il est au courant
que les produits de nutrition et santé, Gerblay, est-ce que vous avez un logo? Est-ce que vous avez un label de qualité? On en a parlé à la table ronde précédente. Est-ce qu'il y a quelque chose pour identifier cette différenciation sur le marché? Alors vous avez raison Gilles, c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire on a un vrai enjeu de valorisation auprès de nos consommateurs, finalement de ces pratiques vertueuses au service du vivant pour qu'elles soient intelligibles. Donc pour ça, il y a 2 actions clés qui vont être à la fois de la pédagogie et à la fois de la transparence. Donc effectivement, on met tout en œuvre en termes de communication pour être le plus explicite sur ce que nous faisons et l'expliquer de manière intelligible et attractive pour nos consommateurs. Et à la fois, cette année, on a décidé de rejoindre le collectif En Vérité. Je ne sais pas si vous Non, connaissez. qu'est-ce que c'est En Vérité? Alors, En Vérité, c'est un collectif d'industriels, principalement industriels de l'agroalimentaire, qui militent en faveur de plus d'informations, plus de transparence, pour que finalement les consommateurs puissent faire des choix totalement éclairés et devenir acteurs de leur consommation. Concrètement, ça se traduit par quoi, du coup? Alors, en ce moment, on travaille, par exemple, sur un petit label dont vous avez peut-être entendu parler aux infos, qui s'appelle Origine Info. Alors qui a été voté là au Sénat, et donc c'est un petit label qui va expliciter quelle est l'origine des ingrédients dans vos produits. D'accord. Alors tout à l'heure vous allez signer, messieurs, c'est la convention avec Nutrition et Santé, mais l'idée de Nutrition et Santé, c'est de ne pas être le seul industriel. Vous militez pour la création d'alliances parce que vous allez acheter une partie de la production aux agriculteurs qui a fait une transition globale de son exploitation. L'idée, c'est que le reste de ce que vous lui achetez pas, il puisse trouver d'autres débouchés. C'est un peu votre action aussi. En fait, vous l'avez entendu, David Dady, on a quand même des ambitions très fortes avec 60% de nos approvisionnements agricoles sous convention agroécologique. Et ça, on n'y arrivera pas tout seul parce qu'effectivement, Nutrition et Santé, alors c'est un gros acteur de l'agriculture, enfin de l'agroalimentaire en Occitanie, mais c'est pas un géant non plus de l'agroalimentaire. Donc on représente maximum 20 à 30% des matières agricoles produites par nos exploitants partenaires. Donc pour que vraiment la transition devienne irrésistible, il faut qu'on trouve des débouchés, il faut que soit trouver des débouchés pour 100% des productions de l'exploitation. Et oui. Pour ça, il faut créer des alliances. Et oui, j'imagine. Par exemple, pour Val de Gascogne, c'est important quand vous allez voir un agriculteur, lui dire Nutrition et Santé va t'acheter 20% de ta production, mais il dit oui, je fais quoi du reste? Donc l'idée, c'est d'avoir d'autres acteurs qui rejoignent cette convention. Oui, comme je l'ai dit précédemment, on y travaille ardemment sur plusieurs dossiers, notamment avec du blé dur pour les pâtes, de l'orge brassicole pour faire de la bière, du maïs pour un dossier pet food, oui. Et du tournesol pour faire de l'huile aussi agroécologique dans le domaine de la cosmétique. Voilà, donc c'est des dossiers qui sont importants. Et moi je pense que c'est vraiment le tout début. Première signature avec Nutrition et Santé. Oui. Merci. Il y en aura d'autres. Donc, et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Ouais. Michel Vernet, c'est aussi le travail de la coopérative d'aller chercher d'autres partenariats à l'image de celui avec... Tout à fait. C'est vraiment un souci permanent de pouvoir trouver des meilleures valorisations sur l'ensemble de nos filières. Et l'acquis apporté par agroécologie pourra être naturellement mis en avant avec d'autres partenaires que l'on a déjà et qui sont sensibles à cette démarche. On prône donc ces associations sur le soja, le tournesol, du blé dur aussi. Et c'est une approche qui nous est très sensible et nos partenaires d'aval l'apprécient beaucoup. J'imagine. Bon, on va passer du coup in concreto à la signature. Je crois que on va apporter une table et puis vous allez signer symboliquement cette nouvelle association. Voilà, oh là, c'est très officiel. Hein. Il y a les stylos. Alors, je crois qu'il y a 2 pages à signer. Oui. Merci Gilles. Merci. Messieurs pour cette deuxième table ronde.